Donc cette semaine, c'est le deuxième épisode de notre série sur comment guider son esprit tourmenté vers la plénitude. Et aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage. Comment arrêter de se nuire à soi-même et pallier au manque d'estime de soi. Donc moi, c'est pendant des années et jusqu'à très peu de temps, jusqu'à peut-être, je dirais 2-3 ans, j'ai passé ma vie à tourner en rond en fait, et surtout avec ma pratique du yoga. Je commençais des choses, j'arrivais à des trucs excellents comme par exemple en 2009 où je faisais du consultanat pour des compagnies pétrolières américaines, en Écosse, je voyageais en Norvège, au Canada et j'offrais mon enseignement du yoga de toutes sortes de manières. J'avais un studio qui marchait super bien, je faisais beaucoup de cours particuliers, des stages, je faisais des retraites en Inde, tout allait pour le mieux. Et au bout d'un moment, pas au bout d'un moment, dès que j'ai atteint cet état d'excellence, que je considérais comme étant excellente à ce que je faisais, je me suis sabotée. Et du jour au lendemain, presque en l'espace de, je dirais, 3 mois, le contrat avec lequel j'étais, avec lequel je voyageais partout, s'est arrêté. Je suis revenue dans mon studio, j'avais été absente pendant tellement longtemps que mes élèves avaient été voir ailleurs, sincèrement. Je me suis retrouvée en 2010 comme si je n'avais jamais enseigné le yoga, comme si je commençais à zéro. Et ce cercle, je dirais, c'est pas quelque chose qui était nouveau. C'est un cercle que je vis depuis et avec mon business, mais aussi avec ma pratique de yoga, mais aussi dans la plupart des choses que j'entreprends, dans les projets que j'entreprends. À chaque fois que je deviens excellente à quelque chose, je m'interromps jusqu'à ce que je redevienne en fait moyenne, pas très bonne, et que je puisse retrouver quelque chose pour me remettre en marche, redevenir excellente, et puis m'arrêter dès que je deviens excellente. Et à chaque fois, il y a toujours ce sentiment de retour à zéro, de j'y arrive pas, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et c'est pas... je me rappelle en 2010, je peignais un peu et j'avais fait cette peinture avec un homme mais qui hurlait et qui tombait dans le vide. Et c'était vraiment cette sensation que j'avais, où je pouvais plus me rattraper à nulle part. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça fait au moins 2-3 fois que je recommence? À chaque fois, il m'arrive des trucs super, et puis plus rien n'arrive. J'avais fait des retraites en Inde qui marchaient super bien, et du jour au lendemain, ça marchait plus. J'étais toujours dans ce truc, mais qu'est-ce que je fais de mal? Qui suis-je? Pourquoi je suis pas assez bonne? Je suis pas assez constante? J'étais toujours dans ce tourbillon de je suis pas assez, il faut que je sois plus, il faut que je sois... C'était à un tel point que je me retrouvais à genoux, à pleurer et à peindre des gens complètement... désespéré, parce que c'était vraiment du désespoir qu'on parlait. Et puis il y a quelques années, j'ai eu la chance de voir ce schéma, ou de me pencher sur ce schéma, de vraiment sentir il y avait tellement de souffrance que j'ai eu de la chance qu'on mette le point dessus et qu'on m'aide en fait à voir un petit peu ce qui se passait, à me dire non mais regarde là, c'est toi tu t'auto-sabotes, c'est pas la vie, tu n'es pas une victime de la vie qui ne veut pas que tu sois bonne, ou que t'es pas la malchanceuse où les choses s'arrêtent pour toi, les contrats s'arrêtent, plus personne t'a attendu, pauvre petite toi dans ton studio. Tu es le créateur de ta situation, et en fait ce que tu es en train de me décrire, c'est que tu t'auto-sabotes. Alors là, assez choquée, parce que c'est pas très agréable d'entendre ça. Mais en fait, j'étais quand même ouverte, parce qu'il s'avérait que de toute façon, j'avais besoin de changer quelque chose, puisque ma vie était devenue assez misérable. Il y avait ces moments d'engouement où on décolle, il y a un projet qui part, tout part bien, je deviens excellente, tout marche pour le mieux, je suis en train de vivre la vie dont je rêve, et bang, plus rien. Et à chaque fois qu'il n'y a plus rien, c'est vraiment plus rien, le désespoir total.
Donc j'ai décidé de faire un petit peu le travail, enfin pas un petit peu, hein, j'ai vraiment fait le travail et on a commencé justement à voir déjà, il a fallu que je reconnaisse que je m'auto-sabotais et de là de réaliser un petit peu ce qui se passait. Et en fait c'est incroyable parce que quand on commence à faire le travail et à avoir cette intention et à voir les choses exactement telles qu'elles sont en réalité dans les faits, en fait il y a beaucoup de réponses qui nous sautent aux yeux qu'on ne voyait pas avant. Et toi qu'est-ce que tu as dans ta vie comme situation où tu t'auto-sabotes? Donc pose la vidéo et prends un petit moment. La deuxième question que j'ai pour toi, c'est en ce moment-là, juste en ce moment-là dans ta vie, quel est le prix que tu payes à cause de cette décision, à cause de ce sabotage, cette auto? Prends un moment, pose la vidéo. Et si tu continues comme ça, prends un moment pour voir quelle sera ta vie dans 5 ans. N'hésite pas à poser la vidéo. Maintenant, j'aimerais que tu te demandes, et si tu avais une recette simple pour te débarrasser de toutes ces situations d'auto-sabotage, comment ta vie changerait? Comment ta vie serait-elle? Eh bien, cette recette, elle existe. Et elle existe dans les Yoga Sutras de Patanjali. Alors, Patanjali est extraordinaire. Dans son chapitre 2, on a déjà vu la semaine dernière, dans le premier épisode, le premier outil pour sortir de la souffrance, le premier outil pour augmenter notre état de paix et rabaisser notre état de souffrance pour pouvoir commencer à faire ce qu'on a envie dans la vie. Donc je te rappelle ce premier sutra du chapitre 2, Tapaha Swadhyayishwara Pranidanani Kriya Yogaha. Donc les 3 instruments de la pratique ou les 3 pratiques que le yoga nous offre sont bien sûr l'ascèse, donc c'était l'épisode de la semaine dernière où tu ne prends pas plus mais pas moins que ce dont tu as besoin. Et le Swadhyaya, donc c'est ce qu'on va voir cette semaine. Le Swadhyaya, c'est ce qu'on appelle l'étude de soi. Donc je vais te lire un petit peu, j'aime beaucoup moi cette version de Jean Bouchard d'Orval, des Yoga Sutras de Patanjali, où il dit dedans que l'étude dont on parle ici se penche, prend la forme de l'examen de nos comportements, de nos pensées, de nos réactions, de nos attentes, de nos déceptions, etc., tout autant que l'étude des Écritures. Donc ici, à Anuka Yoga, on appelle le Swadhyaya, donc cette étude de soi, cette étude des comportements, des pensées, des croyances, de nos réactions, de nos attentes et de nos déceptions. Et on prend cette pratique très à cœur. Donc c'est vraiment à propos de déboulonner toutes ces croyances qui nous limitent pour ramener cet esprit en paix, pour rabaisser cet état de victime, cet état de victimisation souvent dans lequel on est, qui nous amène toute cette souffrance, et commencer à trouver cette force en nous pour pouvoir faire ce dont on a envie et pas ce qu'on croit qu'on peut faire. Alors que faire? Comment approcher ce processus? Comment est-ce que j'ai fait moi pour sortir de cet engrenage à toujours redevenir moyenne et ne jamais pouvoir satisfaire mes désirs les plus profonds, ce qui était le plus important pour mon cœur et qui m'a mené tout le temps dans le désespoir, dans l'espoir, dans cette idée de je suis nulle, j'y arriverai jamais, rien ne marche pour moi, de toute façon c'est même plus la peine d'essayer. Donc la première chose à faire, c'est de se responsabiliser. Donc je me responsabilise, je reconnais que je m'auto-sabote,
que je crée ce qui se passe. Je prends responsabilité pour la situation qui arrive. Pourquoi c'est important comme ça de se responsabiliser? Sûr, c'est pas agréable. Quand on m'a dit que je m'auto-sabotais, oh là là, bien sûr que j'ai réagi. Bien sûr que je voulais pas y croire, puisque pour moi, c'était la vie qui m'en voulait. Pour moi, c'était le contrat qui s'était fini. Pourquoi mes élèves m'ont pas attendu? Je suis partie qu'1 an et tout ça. Et j'avais pas envie qu'on me dise que c'était moi qui m'auto-sabotais. Mais si tu ne fais pas ce travail-là, si tu prends pas responsabilité pour cette situation, tu restes une victime et tu ne peux rien changer. Quand tu es une victime, tu ne peux rien changer puisqu'il faudrait changer l'autre. Et c'est impossible de changer l'autre puisque l'autre est qui il est. Par contre, si tu prends responsabilité, en prenant responsabilité, bon ok, peut-être que j'ai un rôle à jouer avec ce qui se passe. Juste de le considérer. Explorons. Peut-être qu'il y a quelque chose que je pourrais changer. Peut-être qu'il y a quelque chose que je fais où je me mets dans cette situation et je crée ces situations. Donc, en me responsabilisant, en fait, tu reprends contrôle de la situation. Tu te remets, tu te réassois dans ton pouvoir. Quand tu prends contrôle de la situation, quand tu te dis, ben, peut-être j'ai quelque chose à jouer. Ah, ben là, maintenant, on peut commencer à faire quelque chose. Maintenant, peut-être, on peut changer quelque chose. Tu te retrouves dans ton pouvoir et tu vas pouvoir commencer à bouger les choses. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Je me responsabilise, je prends responsabilité pour la situation. La deuxième, c'est il faut faire un état des lieux. Donc faire un état des lieux de la situation, c'est commencer à vraiment regarder comment les choses sont. Quels sont les faits? Alors, on va faire un état de la situation physique, un état de la situation mentale, un état de la situation aussi émotionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est cet état des lieux? Physique, ça va être de te poser la question, par exemple, quand je me sabote, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que dans cette situation je fais? Par exemple, mentalement, ça va être quand je me sabote, qu'est-ce que je dis? Ou qu'est-ce que je crois à propos de moi et à propos des autres? Ou à propos de la situation? Et émotionnellement, comment je me sens? Comment je me sens? Bon, tu peux imaginer que la plupart du temps, moi je sais que dans ma situation, je me sentais complètement impuissante, où je pouvais rien faire. Tu vois, je sentais que je tombais dans le vide et que j'avais nulle part où pouvoir me rattacher. Il n'y avait rien que je pouvais faire. Comment je fais pour revenir si à chaque fois je retombe dans le vide dès que ça marche un petit peu? Donc il y a vraiment ces états de désespoir, et de tristesse aussi de ne pas y arriver, de déception, d'être au pied du mur et de vouloir vraiment, vraiment tout laisser tomber. Donc une fois qu'on a fait les lieux, ou dans cet état des lieux, physique, mental et émotionnel, on veut aussi identifier en quoi cette situation d'auto-sabotage répond à nos besoins. En quoi cette situation, le fait d'auto-saboter nous fait du bien, à un certain sens. Alors là, c'est vraiment... là, j'ai eu du mal avec ça. Comment ça me fait du bien? Ça me fait pas du bien de me sentir complètement désespérée. Et c'est à regarder ça, à identifier comment, en fait, en s'identifiant, en s'auto-sabotant, on croit que l'on prend soin de ses besoins. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel à faire, cet état des lieux. Parce que si tu ne fais pas cet état des lieux, tu restes dans le brouillard. Tu es toujours dans « je suis victime », tu es dans le brouillard, tu vois pas. Si tu commences à regarder vraiment les faits, dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je crois? D'accord? Comment je me sens exactement? Et qu'est-ce que je crois à propos des autres? Qu'est-ce que je dis à propos des autres? Quand tu commences à lever le voile et à vraiment regarder les choses, ce n'est qu'en voyant que tu vas pouvoir faire quelque chose. Tant que tu es dans le brouillard, tu ne peux rien faire. Et la troisième
la troisième étape, je dirais, de cette étude de soi, de ces déboulements de croyances, c'est de prendre action et de vraiment déboulonner ces croyances. Une fois que tu as fait ton état des lieux et que tu as vu les schémas, que tu as vu ce que tu pensais, qu'est-ce qui te plafonnait, tu vas prendre action et tu vas les déboulonner. Et c'est vraiment l'une des parties intégrante. Le Swadhyaya, c'est vraiment une partie intégrante de la pratique du Hanukkah Yoga. Comme je te disais, que je cachais souvent du public. Alors, les élèves qui venaient vraiment en cours particulier avec moi et qui travaillaient pendant assez longtemps, je leur introduisais cette pratique. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a aucun élève qui travaille depuis plus d'un an avec moi et qui n'a jamais fait de Swadhyaya, puisque c'est tellement essentiel à la pratique du Hanukkah Yoga, ce Hanukkah Yoga qui est basé sur la science du mouvement spontané, sur l'union entre la science du mouvement spontané et sur l'art de la pleine conscience, le Swadhyaya ou l'étude de soi, le déboulement des croyances, on l'appelle comme on veut, c'est vraiment autant que la pratique d'asanas. Donc, ça t'intéresse, je suppose. Je suppose que tu as trouvé ta situation, une situation avec quelqu'un qui marche pas bien. On en a tous. Et si ce n'était qu'une, ça serait super. Je suis tout le temps en train de déboulonner des croyances et c'est ça qui fait que je me sens de plus en plus libre. Et c'est ça qui fait que j'arrive à m'adapter rapidement à ce que la vie m'amène, de moins en moins dans la souffrance et de plus en plus dans la libération et la gaieté. Donc si tu as envie d'apprendre tout ça, si tu as envie de te libérer de tous ces schémas de sabotage qui te font souffrir, qui te font désespérer, qui te font croire que tu ne vas jamais y arriver et vivre la vie que tu as envie de vivre, appelle-moi. Appelle-moi, envoie-moi un email, mais appelle-moi. Et on discutera. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté, merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée, soirée ou matinée, où que vous soyez, et on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3. Au revoir.